Alors Michel était inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional lettres dans la région d'Angers. De Nantes. De Nantes, non, Nantes. Bon, il habite dans l'Anjou. Le rectorat, c'est Nantes. Le rectorat, c'est Nantes. Alors, docteur en langue et civilisation française de Paris 3, où il a soutenu une thèse, j'y étais, dirigée par Mireille Sacotte, consacrée à la réception de l'œuvre de Jean Genot de 1934 à 1944. C'est un monument, déjà par l'épaisseur, et c'est une référence constante, si bien que comme l'édition est très mal reliée, c'est plutôt des feuilles qui se baladent dans les bureaux des spécialistes de Genot, comme ça, qui volent. Mais c'est un livre dans lequel, en tout cas personnellement, je ne suis pas le seul, hein, on est sans arrêt en train de chercher parce qu'il a reproduit à peu près tous les articles qui ont été écrits sur Giono et toutes les interviews de Giono entre 1934 et 1944. C'est une mine. Voilà. Donc il faut saluer ce travail absolument gigantesque que tu as fait pour ta thèse et qui a été publié au Septentrion ensuite. Tu as publié une bibliographie critique des éditions critiques de Giono et 2 éditions critiques, donc des manuscrits, hein, dont je vais dire un mot. Tu donnes des articles à la revue Giono, à la série Giono dont je viens de parler, à la revue des lettres modernes, dont le dernier numéro consacré Jean Le Bleu. Tu as collaboré, comme beaucoup d'entre nous, au dictionnaire Giono, ainsi qu'au cahier de Lerne Giono, dirigé par Mireille Sacotte et Agnès Castiglione. Alors, en quelle année c'était en 95 ? Non, 2006. Donc en 2006, donc voilà, il y a 2 manuscrits de Giono qui sont à la Bibliothèque nationale, c'est Colline et Anne Beaumugne. Ces manuscrits sont maintenant consultables, numérisés sur Gallica. Et c'était avant, bien sûr, que Gallica n'existe. Donc Michel... C'était même avant que ce soit acquis par la Bibliothèque nationale. Ah, tu avais commencé avant l'acquisition ? À travailler dessus. Ah oui, avant. D'accord. Alors, la Bibliothèque nationale a fait l'acquisition de Colline et d'Anne Beaumugne, je pense, dans les années 80. Oui. Anne Beaumugne, oui, je me souviens, j'en ai parlé avec la conservatrice qui s'en était chargée. Et donc, c'est l'édition du manuscrit, il va vous en parler. Et ce sera aussi l'occasion, à propos d'Anne Beaumugne, de développer un certain nombre de points de réception, puisque la spécialité de Michel, c'est la réception, de l'image des paysans dans l'œuvre de Giono, comment ça a été perçu. Et là, on verra que c'est très contrasté, la manière dont ça a été perçu à l'époque, y compris par les paysans basalpins. Voilà, donc je te laisse, je vais reprendre mes feuilles. Bon, merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de cette édition critique d'Anne Beaumugne qui vient de sortir, mais qui n'est pas arrivée jusqu'ici. Donc, je vais vous parler d'un livre qui est en un exemplaire ici et qui sera très prochainement, je suppose, présent de façon plus ample. Bon, je vais vous essayer de vous expliquer, si vous voulez, ce que Jacques vient de vous présenter. Donc, quelques rappels. Anne Beaumugne, vous le savez, c'est le 2e volet de l'ensemble que Giono a appelé la trilogie de Pan, après Colline et avant Regain. Il l'a rédigé d'août à décembre 1928. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, Giono est un écrivain inconnu. Quand il écrit Anne Beaumugne, Colline n'a pas encore été publié, puisque Colline sera publié en janvier 1929, une fois que la rédaction d'Anne Beaumugne sera achevée. Le roman paraît en prépublication dans la Nouvelle Revue Française en 4 livraisons, du 1er août au 1er novembre 1929, l'achevé d'imprimé de l'édition originale chez Grasset, dans les collections Pour mon plaisir, et du 12 octobre 1929, pour vous donner quelques dates. Quelques rappels sur Anne Beaumugne. Donc, c'est une histoire d'amour. Amédée, ouvrier agricole assez âgé qui se loue de ferme en ferme,
raconte comment il a fait la rencontre d'un jeune homme, Albin, lui aussi ouvrier agricole, à la buvette du Piémont, à Manosque. Après quelques verres bus ensemble, Albin lui explique qu'il a rencontré un mauvais garçon beau parleur du nom de Louis. Tous deux avaient fait la découverte d'Angèle, une ravissante jeune fille. Albin en tombe amoureux fou, mais il est trop timide pour oser même lui parler. Quant au Louis, sans scrupule, il la séduit, puis l'entraîne à Marseille, où il la contraint à se prostituer. Ému par ce récit, fait par Albin, Amédée décide de s'informer du devenir de la jeune fille pour aider Albin. Pour cela, il se fait embaucher à la Douloire, la ferme des parents d'Angèle, et il finit par découvrir qu'elle est revenue à la ferme et qu'elle est enfermée en un lieu secret avec son bébé, un bébé dont elle ne connaît pas le père. Amédée cherche Albin, l'informe de ses découvertes. Albin décide de délivrer Angèle et son enfant et de les emmener chez lui à Beaumugne. La recherche est difficile, mais Amédée et Albin finissent par délivrer Angèle et son enfant. Mais le père d'Angèle les arrête avec son fusil. Amédée réussit à le désarmer et le groupe s'enfuit. Ça n'est pas la fin. Le groupe revient à la ferme pour éviter tout dénouement malheureux, car on craint le suicide du père. Ira-t-il se noyer dans la Durance ou pas ? Bon, tout s'arrange, celui-ci les laisse finalement repartir sains et saufs. Quelques années plus tard, Amédée repasse devant la Douloire. Il y voit une petite fille qui lui dit être actuellement chez son grand-père, mais qu'elle habite Beaumugne. Amédée comprend que la famille est réconciliée et qu'elle s'est agrandie. Il demande à la petite de saluer son père de sa part, tout en sachant qu'elle oubliera de le faire, puis il poursuit sa route sans voir personne. De ce roman, en 1934, Pagnol fera le film Angèle, titre qui montre bien le déplacement du centre de gravité. Ce n'est plus Albin, mais sa bien-aimée qui devient l'héroïne. Et surtout, dans le film, le personnage de Saturnin, le valet de ferme de la Douloire, tout à fait secondaire dans le roman, passe au premier plan avec l'interprétation de Fernandel. Giono n'appréciait pas, mais alors pas du tout, ce film en qui il voyait une trahison de son œuvre. Voilà. Bon, ceci ayant permis de faire un rappel de l'ensemble, passons maintenant à pourquoi cette édition. Donc, comme pour Colline, quand l'édition Pléiade a été établie, le manuscrit n'était pas disponible. Donc Jacques a rappelé qu'il était maintenant en ligne sur Gallica, site de la BNF. Mais ayant effectué il y a quelques années l'édition critique de Colline, j'ai poursuivi donc avec Anne Beaumugne. Donc, rappel, ça n'est pas une simple édition d'un manuscrit, elle se fonde sur plusieurs documents. Elle se fonde bien sûr sur le manuscrit autographe. Elle se fonde sur les 2 tapuscrits qui ont tous deux été établis par Élise Giono. Le premier avec de nombreuses corrections autographes, le second avec moins de corrections, mais des marginalia dus à une relecture de Maxime Gérieux. Elle se fonde aussi, cette édition, sur les remarques de Lucien Jacques, surtout dans une lettre de mars 1929, suite à la lecture du premier dactylogramme. Il se fonde aussi sur la pré-originale dans la Nouvelle Revue Française, dont je vous ai parlé, d'août à novembre 1929, et à l'édition originale chez Grasset. Dans notre édition, donc pour chaque unité de sens, phrase ou proposition, si besoin est, un appel de notes renvoie à une note en bas de page faisant état des variantes sur le manuscrit, les dactylogrammes ou les diverses éditions, selon les codes des travaux de la génétique textuelle. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors,
Il peut être surprenant, pour ceux qui connaissent un peu le domaine de l'édition, qu'une œuvre à paraître chez Grasset soit publiée en pré-original à la NRF. La NRF, c'est Gallimard. Donc, une prépublication chez Gallimard d'une œuvre qui va être publiée chez Grasset, on s'interroge. Il y eut même, bon, je ne vais pas vous en parler en détail, ça n'est pas le sujet, il y eut même un tirage à part de la NRF effectué à la demande d'André Gide en juillet 29 pour un éventuel scénario de film à soumettre à des réalisateurs allemands le mois suivant. Bon, projet qui n'aboutira pas. Giono a toujours affirmé ne pas avoir été informé de ce tirage, ce dont on peut douter. Vous savez que Giono n'appréciait pas Bernard Grasset, qui avait traité Colline de cochonnerie, je cite. Il aimerait rejoindre Gallimard. Grasset, de son côté, cherche à garder Giono. Anne Beaumugne est publiée dans la collection Pour mon plaisir, c'est-à-dire pour le plaisir de l'éditeur, pour le plaisir de Grasset. Et une bande aux propos louangeurs accompagne l'ouvrage, je cite « On m'a fait un grief dans certains milieux de n'avoir pas su apprécier le premier livre de Jean Giono, Colline. Il est vrai que je doutais. Anne Beaumugne m'a conquis. C'est l'œuvre d'un véritable écrivain. Bernard Grasset, et son nom apparaît sur la bande de publication. » Bon, pour les péripéties et les tensions entre Gallimard et Grasset qui ont failli déboucher sur un procès pour Giono, je renvoie donc à ce qu'on appelle l'affaire du double contrat qui est développée par Pierre Citron dans sa biographie de l'écrivain, page 167 et suivante. Je passe à présent à ce qu'est la nature même d'une édition critique. Donc, la confrontation entre les différents états du texte que j'ai cité tout à l'heure permet de découvrir les hésitations de l'auteur, les repentirs, les corrections, les réécritures, les transformations et les évolutions du texte. Je vais vous donner quelques exemples qui me semblent significatifs. Pour commencer, le titre. Il n'est pas apparu d'emblée. Le roman s'intitule d'abord « Celui des terres hautes ». Puis, deuxième version, « Celui des hauts villages », avant de devenir Anne Beaumugne, orthographié BEAU au départ. Ce nom tire vraisemblablement son origine du nom d'un hameau proche de Saint-Julien-en-Beauchêne, lieu de villégiature de Giono quand il écrit le roman. Quant à la forme 1-2 Beaumugne, vous le savez, bon, elle est de couleur provençale, hein, un homme d'eux, un homme qui habite, un homme qui vient d'eux. Mais les trois titres successifs montrent bien une même chose, c'est que pour l'auteur, le héros du roman, c'est Albin. L'incipit, le début du roman, comporte plusieurs modifications. La situation est fixée dès le départ, je vous l'ai rappelé, il s'agit d'une rencontre entre Amédée et Albin à la buvette du Piémont, mais au plan de la narration, Giono hésite. Dans la première version, c'est un narrateur extérieur qui présente les deux personnages de façon classique. Il, au pluriel, il sentait que, alors il qui renvoie à Amédée et Albin, et les autres, ils sentaient que. Puis Giono pense à une focalisation interne avec un narrateur parlant au nom d'un groupe, à la manière du début de Madame Bovary. Nous sentions que, donc le narrateur est inclus dans un groupe non défini. Et la troisième variante sera la bonne, c'est Amédée qui parle à la première personne. Je sentais que ça allait venir, c'est-à-dire je sentais que Albin allait finir par me raconter son histoire. Et donc c'est ce qui va donner naissance à ce qui fait l'originalité de ce roman, c'est-à-dire que c'est un roman raconté. C'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui raconte tout ce qui s'est passé. Autre type d'évolution, le nom de certains personnages. Le nom de certains personnages
évolue. Le corrupteur d'Angèle s'appelle d'abord Baptiste, dans le folio 3 du manuscrit, puis après il s'appelle Baptistin, au folio 9, mais évidemment, un tel prénom avec ses connotations christiques fait hésiter Giono, et le prénom sera finalement Louis, plus neutre, moins marqué. Autre changement, le prénom de la fille d'Albin, celle qui apparaît à la fin du roman. Elle se prénomme d'abord Pauline, faut-il le rappeler, le prénom de la mère de Giono, avant de devenir Angèle. C'est ce que va lui dire la petite fille. « On me dit Angèle, comme la maman. » Citation de l'édition définitive. Autre point, les conseils de Lucien Jacques. Bon, je pense que vous connaissez Lucien Jacques, je ne reviens pas sur le personnage. Suite à la lecture du Tapuscrit, Lucien Jacques donne de nombreux conseils à Jean Giono, plus d'une cinquantaine. Il figure en annotation sur le premier dactylogramme, ainsi que dans une lettre à Giono rédigée autour du 23 mars 1929. Bon, on ne connaît pas la date précise, mais bon, c'est le 22 ou le 23. D'une grande pertinence, ces conseils sont souvent suivis par Giono. Lucien Jacques relève les propos qui lui paraissent ne pas convenir dans la bouche de tel ou tel personnage, surtout chez Albin, mais aussi chez Saturnin, le valet, ou chez Philomène, la maman d'Angèle. Il souligne aussi tout ce qui lui paraît sonner faux, ce qu'il nomme, je cite ses propres termes, trucs ou effets. Et les passages où le vocabulaire n'est plus celui du narrateur, mais celui de l'auteur. C'est-à-dire quand on se rend bien compte que ça n'est plus Amédée qui parle, mais que c'est Giono qui reprend le fil de la parole. Il fait également la chasse aux éléments inutiles et à tout ce qui peut paraître vulgaire, et à tout ce qui peut évoquer un peu trop la langue du Sud. Alors il dit, je cite ses propos, un peu à l'ail. Il n'aime pas ce qui est un peu à l'ail dans l'écriture. Donc, par exemple, première version, j'ai passé l'hiver à me poutrasser dans les vilottes du cagnard. Ça va devenir j'ai passé l'hiver dans les petites villes du Sud. Vous voyez, l'aspect aillé disparaît. Donc, généralement, Giono suit les conseils de Lucien Jacques, qui lui conseille aussi de supprimer des mots qui lui semblent apparaître un peu trop souvent, comme « couillon ». Il lui dit « c'est un mot qui fait prime. Quand on l'a entendu une fois, il semble qu'on n'ait entendu que lui. Je sais que c'est le mot qui ricoche dans toute conversation populaire du Midi, mais je te le répète, il suffit de l'avoir entendu une fois ou deux, alors réserve-le pour les endroits où, à cause du mouvement, il s'impose. Il l'alerte aussi sur l'usage qu'il juge trop fréquent du mot « viande » pour désigner le corps, la chair. Mais là, Giono résiste. Et le mot « viande » est maintenu à 8 reprises dans le texte définitif. Donc, Giono écoute son ami, mais pour certains points, il se fie à son écriture et son sens du mot juste. Parmi les autre point, ce sera un des derniers points, ce sont les grossièretés qui sont mises dans la bouche du Louis, qui disparaissent, même si elles correspondent au personnage, personnage de souteneur. Mais par exemple, au début, si vous vous souvenez du début du roman, quand ils sont à la buvette du Piémont, le comportement du Louis vis-à-vis d'Anaïs, la petite serveuse de la buvette. C'est Albin qui parle, qui raconte dans tout le roman. Donc, je cite, « Une fois, elle vint porter du vin à la table derrière nous. Et je voyais qu'il s'était baissé, puis qu'il riait, puis qu'il avait une drôle de pose, et qu'il reniflait fort. La petite, elle restait là.
Quand elle a été partie, il s'est redressé. Dans la première version, Albin demande à Louis « Qu'est-ce que tu faisais que j'y dis ?» Et le Louis dit répondre « J'y touchais le cul, fromage !» Puis Giono corrige. Première modification, j'y caressais le pétard. Deuxième modification, j'y donnais de l'agrément, Gaveau. Finalement, les paroles du Louis vont disparaître dans la version définitive. Ne subsistera que le commentaire d'Albin, si c'est des façons, une petite de 15 ans. Mais bon, ça c'est la version définitive. Parmi les passages qui ont été le plus retravaillés figurent tous ceux où il est question de l'harmonica. L'harmonica, donc la présentation des deux types d'harmonica, celui d'aujourd'hui pour la musette et celui des brûleurs de loups d'autrefois, le rôle de l'instrument pour remplacer la parole chez les Huguenots à la langue coupée, les effets produits par le jeu d'Albin sur Philomène et son mari, pour montrer que la musique de la monica s'adresse directement au cœur et à l'âme sans passer par un quelconque déchiffrement intellectuel ou rationnel, les réécritures de Giono sont nombreuses. Alors, rappelons que l'harmonica a été créée en 1820 et que son utilisation au temps des guerres de religion est une pure fiction. Alors, venons-en au monde paysan. Donc, Anne Beaumugne montre le monde paysan à travers différents personnages. Albin, bien sûr, mais aussi Barbaroux, le père d'Angèle. Dans le roman figurent déjà des thèmes qui seront développés ultérieurement. Le personnage d'Albin s'oppose à celui de Louis. Cette opposition entre la figure du vice et celle de la pureté est renforcée par l'opposition du monde d'origine des personnages. Le Louis est l'homme de la grande ville et Albin vient d'un village de montagne. On voit déjà les oppositions que Giono développera et théorisera dans Les vraies richesses et Triomphe de la vie. La ville, en l'occurrence Marseille, est présentée comme le lieu de la perdition, placée sous le signe du vice, semblable à la grande prostituée qu'est Babylone. La montagne, au contraire, est le lieu de la pureté. Il s'agit pour Giono donc de montrer que les êtres humains sont façonnés pour partie par le milieu où ils vivent. Quand on a vécu contre l'ajout du ciel, alors l'ajout du ciel, c'est le choix que Giono a fait pour présenter Beaumugne, on est à l'abri de toutes les corruptions, qu'elles soient physiques ou morales. En revanche, celui qui vient de la ville a perdu toutes les références fondamentales. Corrompu et vicié, la vue du blé le fait vomir, avoue-t-il. Ce qu'il cherche, c'est une vie facile, passer à s'enrichir, je cite, avec les dames. Albin le dit de façon claire et nette, je cite, « Dans cette chose, vois-tu, là c'est Albin qui parle à Amédée, dans cette chose, vois-tu, c'est deux pays qui se sont battus, le mien et un autre. Le mien, droit et solide, l'autre tort, tordu, l'autre tort et le cœur pourri. » Fin de la citation. Entre la pureté des cimes et la fornication de la ville apparaît un autre monde paysan, le monde étroit et miséreux de la Douloire, la ferme où a été élevée Angèle, qui est présentée comme telle, je cite, accroupie dans le pissat de ses fumiers, près de sa maigre terre, terne et croûteuse comme une vieille guenipe. Ce monde ne peut produire que des êtres à courte vue, comme Clarius, le père d'Angèle, des êtres qui ne sont marqués ni par le mal ni par le bien. Et Giono prend bien soin de le faire dire par Philomène, son épouse, je cite, « Je le connais bien. Quand il fait le mal, c'est le bien qu'il voudrait faire, seulement il ne sait plus. C'est un vent qui le porte. Il entend tout de travers, il fait tout de travers. Faut pas lui en vouloir, il a bon fond. »
Sa colère contre Amédée, la colère de Clarius, montre le fond de sa pensée. C'est ce qu'il dit à Amédée, je cite. « Tu as cru que c'était les femmes qui commandaient ici. Ah, tu as cru ça, toi. Ah bien, tonnerre de Dieu, je vais te montrer que c'est pas les femmes, c'est moi le patron, Clarius Barbarou, pas un autre. Moi, je fais ce que je veux. Tu entends ?» Fin de la citation. Donc, les gens d'ici, dit Amédée, je cite, sont très fins sur l'amour-propre et la réputation. Fin de la citation. Quand une fille porte atteinte à l'honneur de la famille, je cite, on prend le bras de la fille, on le lui tord, on la bouscule, on la gifle, et d'un coup de pied au cul, on la lance dans une chambre. Un tour de clé, et puis on reste à se ronger les sangs devant les verrous. C'est ainsi qu'est morte Clairette Séguirand, pour ceux qui connaissent le roman, abandonnée et laissée à elle-même et dont on retrouvera les ossements auprès de la porte. C'est ainsi qu'Angèle est séquestrée, et donc le patronyme du paysan, Barbarou, renvoie évidemment à barbare au sens de primitif, mal dégrossi. Aussi, loin d'être un décor, les lieux de naissance, donc, comme je vous l'ai dit, et de vie, façonnent les êtres qui en sont issus. Le Louis, homme de la ville, concentre tous les défauts et toutes les tares possibles. C'est-à-dire, c'est le portrait négatif, c'est celui qui n'est pas du monde paysan. Physiquement, d'abord, il est faible. Albin le dit, je cite, « Je pouvais l'écraser sur place, il devait peser dans les 40 kilos. » Et en travaillant le blé, je cite, « La gerbe tremblait au bout de sa fourche. » Il est creux comme un mauvais radis, avec la peau sur l'os. Et c'est quelqu'un, le Louis, qui ne cesse de jurer. Et Albin est choqué, surtout, de le voir toucher le blé avec la paume de sa main où est tatouée une injure. Tout comme il est choqué de son comportement envers les femmes. Le Louis est quelqu'un qui soigne son apparence. Je cite, « Il se coiffait avec des accroche-cœurs en trempant ses cheveux dans la fontaine. » Et, autre citation, « Il se foutait du parfum sur la gueule comme une femme de peu. » Et pourtant, Albin le dit explicitement, et je pense que c'est aussi une piste à creuser, « Il ne me déplaisait pas. » C'est écrit de façon très claire. Il est très sensible, Albin, à ce compagnon qui chante, qui blague et qui sait parler. Donc un personnage, évidemment, qui concentre quasiment tous les défauts, mais qui reste avant tout un séducteur. Alors nous étions dans le monde paysan face au monde de la ville. Alors en ce qui concerne le monde rural, un point sensible à remarquer concerne, là j'arrive à la partie réception, concerne les reproches faits à Giono sur la façon dont les paysans s'expriment dans ses romans. René d'Alsem, par exemple, écrit à propos de Colline, je cite, « On peut reprocher à ce livre sympathique certaines maladresses, certains manques de psychologie dans les propos d'une poésie parfois trop raffinée, trop littéraire que M. Giono prête à ses paysans. » Ça, c'est Le Carnet de la Semaine, 3 mars 1929. Robert Brasillac, lui, fait le départ entre, je cite, des trop belles tirades, des trop beaux versets et des répliques d'un naturel et d'une densité admirable. Ça, c'est l'Action française, 3 jours après, 6 mars 1929. Alors, pour un de Beaumugne, les propos d'Henri Bidou sont de loin les plus savoureux. Alors, voici ce que dit Henri Bidou, qui a fait de très, très nombreuses critiques de l'œuvre de Giono. Ce style rustique, semé d'italianisme, de mots crus et d'images, est savoureux. Il est aussi un peu faux. C'est la loi du genre. Les berrichonnades de George Sand le sont aussi.
il est bien évident qu'à plus d'un endroit, Monsieur Giono a quelque chose à dire que le valet de ferme de la Douloire est incapable d'exprimer. Il use alors d'un langage semi-paysan, semi-poétique, qui fait penser au style cutéreux mais oratoire. Je vous laisse deviner de qui. Ouais. Bon, alors, je reprends, oui, je vais vous le dire. Hein, il use alors d'un langage semi-paysan, semi-poétique qui fait penser au style cutéreux mais oratoire de Monsieur Claudel. Ah, oui, cutéreux et oratoire. Oui. Il faut voir en 29 ce qui a été publié. Bon, c'est... Bon, la suite, écoutez Albin, l'homme de Beaumugne, vanter la vertu de l'harmonica, alors il cite Giono, pour la guérison de ceux qui sont de la terre, ceux qui ont de l'herbe dans le sang, de grandes poitrines en prairies et en vergers, des bras comme la branche des chênes, la peau comme de l'écorce d'arbre et le chatouillis du vent dessus. C'est là de l'écriture artiste comme l'on n'en fait plus qu'à l'Académie Goncourt. Giono n'y est pas encore. Il y a d'étonnants mélanges de formules littéraires et de parler populaire. Bon, tout l'article est de la même veine, la Revue de Paris, donc ça, novembre-décembre 1929. Pour Gonzague Truc, il lui choisit une excuse. Il lui dit « Giono a choisi de prêter le récit à un de ses paysans. » Il fait parler Amédée. Dès lors, je cite, « on ne saurait plus lui faire grief du vocabulaire ou de la syntaxe d'un narrateur qui n'est pas de langue française et traduit souvent à la lettre son provençal. » Bon. Ça, c'est dans Comédia, 26 novembre 29. Giono est très sensible à ces critiques et il y réagit. On en voit un bon exemple en 1930, donc on est dans ces années-là, 29 collines, 30 Beaumugne et 30 aussi Présentation de Pan. Et dans Présentation de Pan, Giono dit « On m'a dit, si les paysans se mettent à parler comme vous voulez nous faire croire qu'ils parlent, nous allons devenir enragés. » Je ne sais pas comment parlent les paysans du Nord, de la Loire ou du Jura, mais je sais parfaitement comment ceux de Haute-Provence parlent. Je vais vous donner quelques échantillons de ce langage. Mais d'abord, entendons-nous. Je ne fais pas de littérature. Je ne suis plus qu'un simple phonographe. Je vais vous faire entendre quelques-uns de mes disques paysans. Et le terme disque est en italique. Cette volonté de présenter ces textes comme des documents authentiques apparaît aussi avec le Serpent d'étoiles, donc qui date de la même année, et on sait comment Darius Milhaud sera abusé par les dires de Giono et ne le lui pardonnera pas. Dans les entretiens avec Jean M. Rouge de 1952, dont Christian nous parlait ce matin, en y faisant référence, le critique dit à Giono, Jean M. Rouge dit à propos des personnages de ses premiers livres, ce sont des personnages dont on a dit que c'était de faux paysans, de faux bergers. Et l'écrivain de répondre, oui, jusqu'à un certain point, ils sont faux. Sous-entendu, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont en partie faits par moi-même, faits avec moi-même. Voilà. Donc, je reviens à l'édition critique. Donc, le manuscrit, dans cette édition, le manuscrit autographe est présenté, avec des notes sur l'écriture de Giono, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne sais pas si vous avez lu des manuscrits de Giono, c'est une fausse écriture lisible. Les séparations entre les mots ne sont pas toujours présentes, la ponctuation, l'accentuation, l'usage des majuscules et des minuscules, sans parler de l'orthographe grammaticale et d'usage. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, disons qu'il y a des procédés à connaître, des procédés d'écriture. Plusieurs domaines sont abordés en introduction. D'abord, les noms des personnages du roman.
et la toponymie, qu'elle soit référentielle ou qu'elle soit fictionnelle. Alors il est remarquable que les trois protagonistes, je pense que bon, vous vous en êtes rendu compte, est non seulement un prénom qui commence par la même lettre, mais que c'est une même séquence alphabétique qui les unit. Hein, c'est AL pour Albin, AM pour Amédée et AN pour Angèle. Hein, c'est vraiment, bon, il y a une volonté de construire. De même pour la signification de ces prénoms, bon, la blancheur pour Albin, l'amour de Dieu pour Amédée et la figure de l'ange pour Angèle. Hein, donc le couple Angèle-Albin se constitue obligatoirement au-delà de toute souillure et s'il existe, c'est grâce à celui qui aime Dieu. Giono se plaît aussi à appeler Clarius, c'est-à-dire le très brillant, le père d'Angèle qui vit terré, hein, comme je vous l'ai présenté, dans une ferme obscure. Il s'amuse aussi à nommer systématiquement Monsieur Pancrace, le bébé d'Angèle. Hein, l'ermite de Saint-Pancrace a été rédigé en 23. Et parmi les noms de lieux, Giono crée peu. Il utilise surtout des noms réels de Haute-Provence, sans que l'on puisse cependant établir des parcours vraisemblables d'un endroit à un autre au fil du roman. Donc l'introduction permet également d'aborder les thèmes majeurs d'Anne Beaumugne, donc la chute et la rédemption, la mémoire qui joue un rôle fondamental, le mal et le bien, la religion, la parole, la musique et le silence, l'amour et l'amitié, et puis tout ce qui concerne la réception, autant de sujets que nous ne pouvons pas développer maintenant. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et si vous avez des questions, je réponds. Oui. Ah oui, oui, vas-y, oui. Tu m'ouvres? Oui, c'est bon. À propos de la réception de... Oui. Je vous prends après. Jacques veut dire... Non, allez-y, répondez. Bon, alors, allons-y, dites-moi. Question? Sur Barbaroux, Oui. vous n'avez donné que le plan négatif. Est-ce qu'il y avait des positifs? Oui, il y a des plans positifs, évidemment, sur Barbaroux. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est l'image du monde paysan, disons, les façons assez caricaturales de présenter Albin, qui incarne toutes les vertus, Barbaroux qu'on présente dans une situation assez difficile à vivre, hein, et puis le Louis donc qui représente la ville. Barbaroux, vous le savez, je suppose que vous êtes une lectrice du roman, donc vous savez que Barbaroux va pardonner, puisque de toute façon on le sait à la fin, puisque la petite ex-Pauline devenue Angèle est chez son grand-père, et donc Barbaroux les laisse partir, et c'est quelqu'un qui écoute ce que lui dit Philomène, son épouse, et c'est quelqu'un aussi qui est sensible quand Albin joue de l'harmonica. Philomène dit qu'elle sent de l'émotion en son mari. Alors lui, il réagit par la violence. Il dit si tu recommences, tu prends un coup de fusil dans la figure. Parce qu'il ne supporte pas le fait de découvrir qu'il est un homme sensible. Et il va le montrer de plus en plus au fil du roman. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bon, alors. Si, oui. Oui. Pourquoi Giono insistait tant sur le mot viande? Comment expliquer cela? La viande. La viande, parce que c'est fondamental. Dans le roman, on pourrait dire que c'est une image sous-jacente. Au début, buvette du Piémont, on boit un coup ensemble et Amédée discute avec Albin et il parle de son regard clair. Et il dit, pourtant, dans le regard d'Albin, j'ai vu quelque chose, je cite, ça n'est pas les paroles exactes de Giono, mais il dit, il y avait quelque chose de trouble quand même, comme un peu de viande pourrie au fond d'une fontaine. Et cette viande pourrie
finalement, elle ne disparaîtra du regard d'Albin que lorsqu'il aura retrouvé Angèle. Et là, il sera question à nouveau du regard d'Albin qui aura retrouvé toute sa plénitude, toute sa transparence et tout son éclat. Et donc, viande est disons, un terme sous-jacent, quoi, qui désigne à la fois donc, cette image forte, mais qui désigne aussi tout ce qui est élan du corps, tout ce qui est Giono y tient. Hein, et je pense que au départ, il y a une volonté chez Giono d'écrire quelque chose qui soit assez dur, assez violent sur les rapports entre hommes et femmes, parce qu'il y a des choses quand même qui sont très dures dans le roman. Par exemple, le traitement de Clairette Séguirand, la façon dont les deux... Oui, je parle dans le micro. Quand les deux Galavars vont venir dans le logis qu'ils ont loué à l'abri de leurs femmes et avec deux autres femmes de bonne compagnie, et qu'ils vont monter un escalier de nuit rigolard et dévêtu, et qu'ils vont découvrir le squelette de Clairette Séguirand qui a été enfermé par sa famille, qui vont découvrir son squelette. Alors il y en a un qui va devenir bègue, l'autre qui va... c'est vraiment des situations qui sont des situations très violentes. Et la viande, c'est aussi le corps. Et quand Giono veut parler de viande, il résiste à... Ouais, mais il résiste à... regardez la lettre de Lucien Jacques du 23 mars 29, parce qu'il lui parle en détail de viande, et Giono a résisté. Et donc je vous ai dit, il l'a conservé dans la version définitive. Viande, c'est aussi toute l'expérience de la guerre de 14, Aussi. qui ressurgit à chaque instant. Le corps du soldat, c'est devenu de la viande. Une fois, quand il est en train de pourrir avec les rats et la fameuse description sublime là, des rats qui mangent les yeux le matin, c'est de la viande. Et ça, il porte ça en lui. Rien scanné pas mal de manuscrits. Je suis étonné de tous à chaque fois, il y a peu de corrections. Là, si vous avez l'occasion de regarder, vous verrez le nombre de corrections qu'il y a eu. C'est celui où il y en a quasiment le moins. Oui. Par rapport à Colline, beaucoup moins. Oui, mais il reprend et oui, c'est vrai. Ça dépend. Ça dépend des romans. Oui, si, mais il y a des passages, là, par exemple, sur la Monica, il réécrit à plusieurs reprises parce qu'il n'est pas satisfait de la façon dont il va pouvoir opposer ce qui remplace la parole, ce qui fait naître l'émotion, et puis l'harmonica d'amusette qui n'a rien à voir avec tout cela. Et ça, il le réécrit à plusieurs reprises. Par exemple, c'est très frappant, puisque là, je viens de terminer un article justement sur les corrections des manuscrits de Giono. Anne Beaumugne, quand on voit le manuscrit à côté de celui de Colline, qui est un peu à fatras, et qu'on voit celui de Reguin, qui alors est dans tous les sens, on a tout d'un coup l'impression que le manuscrit d'Anne Beaumugne, c'est une espèce d'îlot, parce que tous les débuts de chapitres sont exactement définitifs tout de suite. Donc et lui-même dira, celui-là, j'ai pas eu de mal à l'écrire, il l'a écrit très vite d'ailleurs, je me suis raconté une histoire. Ce qui était plus compliqué avec Colline, qui était une autre expérience, et avec Reguin, où en effet il y a eu quand même pas mal de réécritures. Alors oui. Est-ce qu'il y a des réécritures aussi plus tard dans ses œuvres? C'est très variable, ça dépend de l'œuvre. Si vous prenez Un roi sans divertissement, c'est le premier jet définitif. Ouais. Il s'est écrit en moins de 40 jours. Effectif d'écriture. Et il y a très peu de ratures. Mais c'est un cas particulier, c'est une œuvre qui lui est tombée complètement dessus. Il le sent, il le dit. Il est lui-même étonné d'écrire comme ça. Donc, je pense qu'on peut mettre en parallèle la durée d'écriture et le nombre de corrections. Mais c'est vrai aussi... Plus ça va vite, moins il y a de corrections. Les grands chemins, c'est écrit en 2 mois. Je n'arriverai pas à les garder aujourd'hui. Voilà. C'est énorme, les corrections. Il y a 2 manuscrits. Il y a les brouillons. Il y a 250 pages de brouillons
pour 80 pages de manuscrit. Oui, Christian. Je me demande si vous avez un petit peu de brouillon avant. Non, pas pour tous. Non, non. Pas pour tous, mais dans certaines. Enfin, j'ai ma théorie sur les risques de Suse. Que j'expliquerai. Oui, Christian. Oui, Michel, tu as évoqué, je crois, la relecture par Maxime Oui. Gérieux. Giono, il était professeur de lettres, je crois. Oui. Giono, on a tenu compte ou non? Il en tient compte la plupart du temps. Et il ne faut pas oublier non plus que le roman est dédié à Maxime. On l'a au tout début, hein, Maxime Gérieux, oui. Mais disons que le nombre de remarques que fait Maxime Gérieux n'a Enfin bon, je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais n'a pas la pertinence des conseils de Lucien Jacques. C'est-à-dire que Maxime Gérieux voit certaines choses, il souligne, il met des traits, il fait peu quelques commentaires, alors que Lucien Jacques lui donne des conseils, hein, lui dit il faut faire comme cela, et il lutte contre, disons, l'écriture où parfois Giono en fait, je vais dire entre guillemets, un peu trop, quoi. Alors ça va avoir une conséquence, c'est que en effet, il suit la plupart des conseils, mais que quand il va écrire Requin, il ne va pas l'envoyer à Lucien Jacques pour ne pas avoir à subir les conseils et à faire des corrections. Et quand Lucien Jacques va enfin recevoir, avant, c'est bien quand même 6 mois avant que ça paraisse, une version la dernière version de Requin, Lucien Jacques lui envoie une lettre, il faut la relire. Moi, j'ai redécouverte là, en travaillant sur les manuscrits de Giono pour cet article. C'est d'une violence. Il lui dit, écoute, si tu continues à écrire comme ça, ta carrière est foutue. Il faut que tu arrêtes tout de suite. Hein. Elle est très, très dure, cette lettre. Alors, Giono fera quelques corrections. Et alors, à partir du roman suivant, plus jamais Lucien Jacques ne lira un manuscrit. Il recevra le livre sur épreuve, au mieux. Oui. Enfin, disons qu'il lui a donné les conseils qu'il fallait au moment où il le fallait. Oui, mais il en avait besoin. Oui. Il en avait besoin pour canaliser tout ce flux, oui, absolument. Non, parce qu'on a peu de livres de Giono dont on va parler, enfin même le seul, par rapport à la représentation du monde paysan. Je vous rappelle, il y a la phrase très drôle et connue quand même de Giono, à propos de Gaston Dominici, hein, dans son livre sur l'affaire Dominici. Quand j'ai publié mes premiers livres, on a dit que mes paysans, entre guillemets, n'étaient pas vrais. On voit maintenant qu'ils l'étaient. Alors, ça veut dire, on lui a reproché, et alors je ne parle pas de la réception dans un certain monde paysan aussi. Gaston Dominici, à qui, dans sa prison, raconte-t-on, on a fait lire les premiers livres de Giono en disant, tenez Pépé, il y a un gars par chez vous là qui écrit des livres, si ça vous intéresse. Alors il a jeté un coup d'œil peut-être sur Colline, Anne Beaumune et Requin, ce qu'on a pu lui donner, et il a dit, ce type-là, il n'a rien compris aux paysans des Basses-Alpes. Bon, il faut d'abord, pour la langue, évidemment, il y a la question de la langue, mais ça Jean-Yves en parlera aussi demain. C'est la langue, il parlait patois, il parlait provençal, il parlait tout ce qu'on veut, mais il parlait pas la langue de Giono. Mais il y a juste une chose, parce que c'est Giono lui-même qui en a fait la recension pour la réception de Colline. C'est tellement drôle que je veux pas... J'ai découvert ça aux archives départementales il y a quelques années, dans le Travailleur des Alpes, qui était le journal où Martin Bray, fondé par Maria Borelli, où Martin Bray écrivait sur Giono, avec Giono, etc., où Giono a tenu une rubrique littéraire qu'il faut aller explorer, ce que je me propose de faire, parce qu'il y a des articles sur Anatole France de Giono qu'on ne connaît pas, des choses comme ça. Bref, Giono envoie à ses copains, donc c'était le journal de la SFIO, hein, voilà, du Travailleur des Alpes, des articles qu'il trouve sur Colline, et il y en a un en particulier, donc c'est la fameuse revue des lectures de l'abbé Bethléem, qui a exercé une censure. Oui, bien sûr. Mais c'est par rapport à l'image du paysan, voilà. Alors, c'est classé dans la rubrique Colline, roman mauvais, dangereux ou inutile. Hein? Oui, alors il faut dire, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est que pour l'abbé Bethléem, on pourrait dire que 90% de ce qui se publie dans les années 25-30 est à catégoriser dans les lectures moralement répréhensibles, condamnables.
à éviter. Bon, mais Giono en fait partie. Alors c'est surtout frappé par l'insistance complaisante qu'apporte M. Jean Giono à décrire les mœurs grossières et les superstitions baroques de ces Provençaux. Des lecteurs pourraient s'imaginer qu'il a eu à dessein de montrer que la mentalité des paysans n'a guère changé depuis les temps antiques et qu'il n'est pas nécessaire d'aller au Congo pour trouver des sauvages. Bon, d'une part, Giono a en effet à dessein de montrer que rien n'a changé depuis les temps antiques. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que Blaise Cendrars, après avoir reçu Colline, écrit à Giono, et c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est un éloge. C'est « Cher Giono, comment avez-vous fait pour trouver près de chez vous des populations si primitives que je suis allé chercher au fin fond de l'Afrique ?» J'aime bien rapprocher les deux parce qu'évidemment, le contraste... Et donc, en juillet 29, Giono envoie. Notre ami Jean Giono nous prie de reproduire ci-dessous l'entrefilet paru dans La Croix du 23 juin 1929. Tu connais, au sujet de Colline. Il peut avoir un double intérêt à reproduire cet article, écrit Giono, satisfaire tous ceux que le succès du livre a gêné. Ah non, ça c'est le journal qui écrit ça. Satisfaire tous ceux que le succès du livre a gêné et qui l'ont goûté du bout des lèvres avec la moue des purgations. Bénéfice aussi pour ceux qui estiment, comme Giono lui-même, qu'il ne faut jamais perdre une occasion de rigoler. Alors, La Croix cite la lettre d'un père de famille qui a vu dans Colline partout des expressions ordurières, des scènes de luxure bestiale, d'affreux blasphèmes, le rôle du prêtre abominablement travesti, une tentative de tuer le père, ce qui était bien vu, pas mal vu, hein. Un veuf se faire le pourvoyeur des plaisirs ignobles de sa fille, et il conclut « Nos paysans basalpins, même les plus matérialisés, ne ressemblent en rien aux brutes que dépeint M. Giono. » Et au sujet de l'attribution à Colline du prix Brentano américain, jamais les Américains n'auraient décerné à un des leurs un prix pour une œuvre aussi osée, et de s'interroger si l'on fait par ironie, s'ils l'ont fait par ironie ou pour faire connaître la pourriture française. Nos paysans qui sont atrocement calomniés par un livre qui porte à l'atteinte la plus grave à leur réputation pourraient demander des dommages-intérêts à celui qui en fait de vrais sauvages. Un livre à proscrire dans tous les foyers chrétiens. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça peut être... on a dit, Giono a exalté le paysan basalpin. Mais en fait, la réception n'a pas été si claire que ça. Voilà. Il y avait quand même des images. Et puis bon, quand il dit « Mon paysan existe, c'est Gaston Dominici », c'est pas non plus... bon. Et puis il y aura une monde après, bon. Mais c'est pas l'idylle, quoi, voilà. Oui, oui, il y a une question. Oui, j'avais une question. Est-ce que dans l'histoire de Clairette Séguirand, et peut-être dans l'histoire d'Angèle elle-même, il n'y aurait pas un écho de l'affaire de la séquestrée de Poitiers que Gide avait Oui, Ah oui, bah c'est... oui. Cette époque aussi. Oui, absolument. Montréal s'est inspiré aussi, de oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir un écho? Parce que Giono, quand même, connaît très bien l'actualité. Il suit cette actualité. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est surtout que tous les quotidiens, les hebdomadaires et les revues de l'époque parlent abondamment de la séquestrée de Poitiers et que, comme vous l'avez rappelé, d'autres écrivains de l'époque ont aussi utilisé cette image. Giono l'a répété à plusieurs reprises. L'épisode, en tout cas, quand il le raconte, il nous raconte Angèle. L'épisode aurait été un souvenir d'enfance quand il arrive dans un petit village qui est au pied maintenant du barrage de Serponçon, qui s'appelle Remolon, qui est juste en dessous de Théus, donc un endroit assez cardinal dans son œuvre. Remolon revient, y compris à la dernière page du Hussard sur le toit, revient régulièrement dans son œuvre. J'ai fait une conférence le jour à Serponçon où j'ai parlé justement de Remolon. J'ai dit le maire de Remolon pourrait quand même consacrer une rue ou une place à Giono, et qui vraiment ça revient très souvent. Donc il arrive à Remolon avec sa mère et là il entend raconter une histoire et c'est l'histoire d'Angèle. Alors il nous raconte et il nous dit que ça vient de là. Il a une fascination pour les personnages de séquestrés. Alors c'est vrai qu'il n'a pas ignoré la séquestrée de Poitiers parce que bon, il connaissait Gide et l'œuvre de Gide. Je ne sais plus quand est paru la séquestrée de Poitiers d'ailleurs. Mais
Mais il a une fascination pour ce genre de situation. Et il parle aussi de situations analogues sur le plateau de Valençol, quand il parle des suicides de jeunes femmes. Il raconte à un certain moment l'histoire d'une femme qui n'est pas sortie pendant 15 ans de sa maison. C'est vers Saint-Just, je crois, ou une chose comme ça. Oui, c'est un thème qui revient souvent. S'il vous plaît, oui. Par rapport à Pagnol, vous dites, et je comprends, Giono n'a pas aimé le film de Pagnol, mais Pagnol n'a rien communiqué auparavant, n'a pas expliqué son intention à Giono. Non. Il a découvert le film. Oui. Absolument, oui. Une fois qu'un auteur a vendu ses droits, il a transféré tout. Oui, mais il aurait pu le faire quand même. Oui, alors il était prévu, par contrat, que Giono soit associé à l'écriture des scénarios. Mais ça ne s'est pas fait. Et quand ils ont fait une petite tentative après Angèle pour Requin, ça s'est très vite arrêté. Non, juste encore un effet contraste drôle, c'est que Giono écrit à Flucher, après avoir vu Angèle, c'est le plus mauvais film depuis les débuts de l'histoire du cinéma. Et il y a quelques années, on a demandé à Jean-Luc Godard quels sont pour vous les 4 plus beaux films de l'histoire du cinéma, et il y avait Angèle dedans. Qui est considéré par les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague comme un des films totem, un des films pionniers sur l'utilisation du décor naturel, du son direct en extérieur, etc., etc. Il y a une dimension pionnière qui ne s'applique pas au traitement des scénarios, mais qui s'applique au traitement de la mise en scène chez Pagnol, incontestablement. Oui, mais on sait ce que sont les relations entre Giono et Pagnol. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Pagnol a publié dans une collection qui s'appelait Les films qu'on peut lire, ce qui était sorti des films qu'il avait adaptés de Giono. Et si vous regardez toute la collection, il faut attendre de très nombreuses années pour qu'apparaisse Angèle. Alors que Requin a tout de suite été publié. C'est-à-dire, on peut supposer que sur certaines adaptations, il y avait un certain consensus, mais là, pour Angèle, ça n'a pas passé. Il voulait même qu'on retire son nom. Oui. Et alors là, on l'a publié dans la revue Giono, à la correspondance à ce sujet. Il y a Louis Brun qui lui dit « Arrête, retire pas ton nom. Le chiffre des ventes du livre est monté comme ça depuis qu'il y a le film. Alors, tu vas pas faire la bêtise quand même de retirer ton nom, puisque ça nous rapporte beaucoup d'argent. » Voilà. Ce qui est vrai, il y a eu un effet boule de neige. Bon. C'était à propos de quoi? De Requin? Non, Requin, oui, en effet, c'était plus. Il préférait Requin. Et Pagnol se reprochait d'avoir fait trop du Giono dans Requin. Oui. La comparaison avec Claudel est d'autant plus savoureuse que Giono est un grand lecteur et admirateur de Claudel, que dans Colline, c'est évident qu'il a pensé à une forme proche du verset claudélien, et que Claudel, qui pourtant n'aimait pas beaucoup ses confrères et avait la dent dure, on sait qu'il avait lu, il en parle dans son journal de Requin, et qu'il avait lu les premiers livres de Giono. Il parle même dans une lettre à Pourra de notre ami Giono, Paul Claudel. C'est quand même... Donc il avait apprécié lui aussi cette écriture. Et alors qu'a priori, oui, on ne rapproche pas spontanément Claudel et Giono. Oui, il l'a lu toute sa vie. Hein. Oui, je sais. Oui,